Donc bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session de notre Académie agentique pour les développeurs. Donc nous en sommes à la quatrième session donc sur Autogène. Donc merci beaucoup de nous rejoindre. Alors juste par rapport à la session précédente, donc j'ai eu quelques donc que j'avais présenté, donc j'avais eu quelques petits soucis techniques. Donc j'ai refait un enregistrement avec parce qu'il y avait un certain nombre d'exemples que j'avais pas pu montrer à cause de ces problèmes techniques. Donc je referai un enregistrement qui sera disponible demain. Donc si vous avez manqué une des sessions précédentes, on les mettra à disposition demain. Ça devrait être bon sur YouTube là. Voilà, aujourd'hui, quatrième session, mardi 24 juin. Donc j'accueille mon collègue Olivier Léger qui va vous présenter le framework open source Autogène qu'a développé les équipes Microsoft Research chez Microsoft. Olivier, je te laisse te présenter et prendre la main. Ça marche. Merci Dominique. Donc je vais tout de suite partager mon écran. Voilà, c'est chose faite. Et on est parti. Donc bonjour à tous. Moi c'est Olivier. Je suis chez Microsoft depuis 10 ans. Je fête mes 10 ans cette année. J'ai commencé sur un rôle d'architecte Cloud Azure il y a 10 ans et j'ai fait ça pendant 6 ans. Et les 4 dernières années, je suis dans la division GPS qui accompagne les partenaires intégrateurs et éditeurs de chez Microsoft. Et donc je travaille avec des éditeurs de logiciels sur la co-construction de features et de produits qui sont basés sur nos technos. Et puis auparavant, avant Microsoft, j'ai fait une petite quinzaine d'années dans le software engineering, plutôt sur des problématiques de temps réel et de systèmes embarqués. Voilà, donc j'ai mis mon petit QR code si jamais vous voulez qu'on se connecte sur LinkedIn et puis qu'on discute de ces sujets-là ou d'autres. Vous êtes les bienvenus. Et donc dans cette session, on va parler d'Autogène. Alors, avant d'aller directement dans le sujet, je voulais retracer un peu l'histoire du framework. Donc déjà, c'est une techno qui est sortie en juin 2023. Je crois qu'il y a eu le premier commit en juin 2023. C'est un framework qui est issu, donc c'est un framework open source qui est issu de Microsoft Research. Donc Microsoft Research, c'est la division chez Microsoft où on va trouver des docteurs et des chercheurs et des software engineers spécialistes dans la recherche qui vont aller explorer différentes technologies pour voir si on n'a pas un intérêt à un moment donné à les passer en mode release afin que ça puisse nous apporter de la valeur. Et donc Autogène, on a eu le premier commit en juin 2023, on a eu une première release en septembre de la même année. On est passé en version 0.2 en novembre. Et puis, on a connu une grosse transformation du framework en janvier de cette année, puisque cette année, on est passé en version 0.4. Et aujourd'hui, alors je vous parle, on est en version 0.6.1. Alors, c'est pas juste énumérer des numéros de version, je vais vous expliquer pourquoi juste après, mais si on se replace en 2023, en juin 2023, quels étaient les frameworks agentiques disponibles sur le marché? Si en 2023, vous aviez une clé API chez OpenAI ou chez d'autres, quel framework vous auriez pu utiliser? Hugging Face, non. Hugging Face, ça arrivait en 2024. OpenAI, non. Pareil, ça arrivait en 2024. En juin 2023, donc il y avait Autogène, il y avait Crew AI, et il y avait Langchain qui était déjà installé depuis le mois d'octobre 2022, ce qui démontre quand même le côté un peu visionnaire de l'éditeur sur ce genre de techno. Et donc, en juin 2023, grosso modo, il y avait 3 gros frameworks, et encore gros, ils venaient d'être créés. Donc voilà, c'était quand même quelque chose de tout frais, et c'était assez expérimental. Alors je vous ai dit, Autogène, il a changé de version, on est passé d'une version release 0.2 à 0.4. Ça a tout changé. En fait, Autogène 0.2, c'était un framework basé sur une architecture synchrone, centré sur des dialogues entre agents.
et avec des limitations en termes de scalabilité et de flexibilité. Depuis janvier, on est en 0.4 et supérieur, donc aujourd'hui en 0.6.1, mais c'est basé sur la même architecture. On a un modèle d'acteur asynchrone qui est orienté événement et qui permettent de l'intégrer dans des workflows distribués avec de l'évolution, de l'interopérabilité entre les langages, etc. Donc c'est un framework qui supporte Python et .NET pour la partie autogène core du framework. Python supporte l'ensemble du framework. Et c'est un modèle c'est un framework qui est basé sur un modèle qu'on appelle le Virtual Actor. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc je vous laisserai chercher sur le web ce que c'est que ce Virtual Actor Pattern. C'est un pattern de dev, c'est un pattern d'architecture applicatif. Et en fait, on va dire dans ce modèle qu'un agent, c'est un acteur. L'ensemble de l'agent fonctionne en mode asynchrone. Et cet agent, il fait un traitement, et soit il s'arrête, soit il peut déclencher un traitement chez un autre agent. Et donc c'est quand même orienté haute scalabilité, avec des traitements répétés mais courts, sur une multitude d'acteurs dans un système. Et c'est pas quelque chose de nouveau, hein, vous regardez, ça fait, je pense, au moins 10 ans que le pattern existe, mais il a été implémenté dans Autogène pour en faire un framework scalable. Dans cette nouvelle version, on a introduit aussi des méthodes pour la gestion de l'état et la mémoire des agents. On a une meilleure gestion des contextes longs. On a introduit le support d'OpenTelemetry pour l'observabilité. Il faut noter que cette version 0.4.0 et supérieure n'est pas rétrocompatible avec la 0.2. Donc si vous étiez en version 0.2, elle existe toujours sur le repo GitHub de Autogène, mais je ne vous conseillerais pas de l'utiliser. Qu'est-ce qu'on va trouver dans Autogène? Moi, j'ai segmenté ça en deux parties. On va trouver une première partie que moi j'ai appelée le core agentic, c'est-à-dire moi, si je veux faire une application agentic ou multi-agent aujourd'hui, j'espère, en m'appuyant sur un framework, trouver au moins ces fonctionnalités-là. Donc on va supporter plusieurs modèles. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, est-ce que Dom, tu peux me confirmer si on voit le zoom et le déplacement? Oui, là, je vois oui, c'est bon. Super. Donc on va supporter plusieurs modèles. On va supporter le développement d'agents. On va avoir une notion de messages qui seront échangés entre les agents. On va trouver des fonctionnalités pour gérer des équipes de différents types. On va voir ça un petit peu plus tard. Et évidemment, on va trouver la gestion de la mémoire, donc le context window qui est partagé entre les agents afin de participer à la réalisation d'une tâche en cohérence. Et de l'autre côté, j'ai rangé ça dans la partie intégration, mais on va trouver des capacités de human in the loop. Donc à partir du moment où on a besoin d'interagir avec l'humain pour lui demander son avis ou pour qu'il nous envoie un prompt, on va avoir besoin de cette capacité-là dans le framework. Et Autogène propose cette capacité-là. Autogène propose aussi le support des tools, le support de MCP, on va en parler, et des capacités d'observabilité. Donc je ne vais pas trop m'étendre sur la partie observabilité, c'est juste le support d'OpenTelemetry qui est une sorte de standard dans l'industrie, et donc on supporte OpenTelemetry. Je mets les pieds dans le plat parce que je sens qu'il y a forcément à un moment donné le sujet qui va être posé sur la table. Et souvent on nous pose la question, on a Autogène côté Microsoft Research, on a Semantic Kernel côté Microsoft, lequel je dois prendre? Et donc si vous avez suivi la session de Dominique la semaine dernière, vous savez que maintenant Semantic Kernel, c'est un framework qui est basé sur l'orchestration de skills et du kernel. Il a une mémoire sémantique, il est extensible, et il est capable de supporter des workflows avec des fonctions métiers. Et point important, il est supporté par DevDiv, donc la division de Microsoft qui crée des outils pour les développeurs. De l'autre côté, Autogène, lui, c'est un framework juste core agentic. Voilà, on va faire des agents, on va faire des équipes d'agents, mais il ne va pas faire plus. Donc, en fonction de ce que vous cherchez à faire et en fonction de la maturité du produit sur lequel vous développez, et la maturité que vous souhaitez lui donner, c'est pas forcément évident d'éliminer Autogène au profit de Semantic Kernel ou l'inverse. Je dirais qu'il faut vraiment évaluer ça dans votre contexte. Il faut vraiment se poser la question, est-ce que j'ai besoin de gérer des skills et des kernels et d'une mémoire sémantique si je veux juste faire un POC sur un agent ou démontrer un fonctionnement sur une chaîne d'agents ou une team d'agents.
Voilà, il n'y a pas de réponse parfaite par rapport à ça. Sachez que les deux existent, les deux euh, enfin, ont des évolutions régulières, aussi bien sémantique kernel que autogène. Je pense que pas plus tard que la semaine dernière, dans sémantique kernel, on a eu le support des teams multi-agents. Je pense que ça a été release, j'ai vu la news passer. Voilà, ça c'est quelque chose qui existe déjà dans Autogène. Sachez que néanmoins, ce qui peut faire la différence, c'est au niveau du support. Donc il y en a un qui est supporté officiellement par Microsoft, l'autre qui sera supporté par la communauté open source, ce qui ne veut pas dire que ça vaut rien, mais c'est juste qu'il faut le savoir. On a déjà des produits open source en production chez divers clients et partenaires, mais il faut juste le savoir. Et pour moi, voilà, c'est un curseur à ajuster au niveau de la gestion du risque et en fonction de ce que vous voulez faire. Euh, Maintenant, je vous propose d'aller dans le framework. Alors, je vous rassure, il n'y a pas beaucoup de slides, j'en ai 13, on est déjà au sixième. Donc, on va plus aller dans le code que voir du slide. Mais avant d'aller dans le code, je voulais quand même vous parler de la manière dont était composé le framework. Et dans ce framework, il y a une notion importante qu'on va retrouver, c'est la notion de assistant agent. En gros, euh, c'est cette classe qui va nous permettre de créer des agents. OK? Donc c'est là-dedans qu'on va trouver l'encapsulation de l'appel au modèle, de la gestion du contexte, etc. Cet assistant, il est déclenché ou il interagit avec d'autres agents via des messages. Donc il peut recevoir un message, il peut émettre à son tour des messages. Donc ça va dans les deux sens. Et il interagit avec le modèle avec deux notions qui sont importantes. La première, c'est le modèle contexte. Donc le modèle contexte, c'est la mémoire. C'est en gros la partie stockage du chat completion. Donc en gros, c'est un buffer de n messages qui sont stockés, sachant que l'indice n est passé à l'init, mais il y a une valeur par défaut. Mais c'est vraiment le modèle contexte qui contient toutes les interactions avec le modèle que l'agent va utiliser. Et c'est lui qui permet de réinjecter les données dans le contexte pour s'assurer que le prompt qu'on envoie à un modèle soit cohérent. Ce modèle contexte, il est utilisé par le modèle client. Donc le modèle client, c'est l'objet qui va aller se connecter au LLM, quel qu'il soit. Donc le modèle client utilise le modèle contexte et update l'assistant avec la mémoire qu'il y a dans le modèle contexte. Il y a une petite feature que j'ai mise ici, mais en gros, je vais peut-être plus en reparler dans les tools par la suite, mais sachez que donc, si je retrace le flow, comment ça marche. Donc l'assistant, il reçoit un message, il le met dans sa mémoire, et puis il va utiliser un modèle LLM pour envoyer son prompt avec tout le contexte qui va bien. Il se peut que l'agent embarque des outils, des tools, donc des fonctions qui lui permettent d'augmenter ses capacités à son niveau, au niveau de l'agent. Et donc dans ce cas-là, le modèle va le détecter et l'agent sera capable d'exécuter ces différents tools. On a un petit flag qui permet de refaire un appel au modèle ici, si on utilise des tools, tout simplement pour convertir, entre guillemets, la réponse de l'outil en un format chaîne de caractères. Et pour faire ça, la manière dont c'est fait dans Autogène, c'est en utilisant ce flag Reflecton Tool. Donc en gros, on va appeler le modèle avec un résultat d'une fonction, et le modèle va nous le transférer, va nous transformer en chaîne de caractères qu'on pourra réutiliser par la suite. Voilà. Et donc, sans plus attendre, je vous propose directement d'aller dans le code. Donc, vous aurez reconnu, je suis dans Visual Studio Code. J'ai différents fichiers de démo pour la session d'aujourd'hui. Le premier, peut-être qu'on peut regarder, c'est euh, premier qu'on peut regarder, c'est peut-être l'assistant agent de base et voir comment ça fonctionne. Donc, il y a une première partie où je vais configurer mon modèle client. Vous vous rappelez la petite boîte qui se connecte au LLM, donc vraiment l'objet qui va se connecter au LLM. Donc ici, c'est pas compliqué. Je suis sur un Azure OpenAI Chat Completion, donc c'est de l'OpenAI déployé dans Azure. J'ai instancié un GPT 4.1. Je lui passe mes variables d'environnement
qu'on ne verra pas aujourd'hui, parce que sinon ça exprimerait une grosse faille de sécurité, donc on ne va pas faire ça. Mais voilà, sachez que je vais lire ma clé et mon endpoint. Et puis, j'ai mon agent ici. Donc ça, c'est la deuxième partie du code source. Donc vous voyez, c'est relativement simple. J'ai un objet assistant agent que je vais utiliser ici. Je lui donne un nom. Je lui passe en paramètre le modèle client, donc mon objet qui se connecte à mon LLM. Et puis, je lui définis un système message qui en gros, va définir son contexte, son comportement. Et donc, il se trouve que dans mon cas, je veux qu'il explique de manière simple des concepts compliqués, comme s'il parlait à un enfant. Et pour vérifier que ça marche, je lui envoie ce prompt, comment fonctionne un avion. On va voir à l'exécution. Donc là, je viens de lancer l'exécution en mode debug. Donc sur mon laptop, je ne sais pas trop pourquoi depuis hier, ça prend un peu de temps. Je ne vous cache pas que j'ai transpiré parce qu'en plus, à 4h30, tout le réseau Wi-Fi de la maison est tombé. Donc j'étais pas serein, mais là, ça a l'air Tiens, de bien marcher. tiens, Olivier, tu as la Oui, possibilité de grossir un petit peu parce oui, que... oui, je vais zoomer. Ouais, Je vais ok, zoomer, ouais. top. Donc voilà, là, j'ai exécuté mon code par rapport aux quelques lignes, à la petite vingtaine de lignes qu'on a vu au-dessus. On voit que le prompt, je vais y arriver. On voit que le prompt est passé. Et on voit que mon agent simplificateur, il a exécuté ce prompt auprès d'un modèle et il m'a donné la réponse. Et évidemment, il a respecté le contexte window, le système message que je lui ai passé. Donc, il m'explique comment fonctionne un avion, comme si j'avais 7 ans. Donc, c'est un gros oiseau en métal, etc. Donc là, j'ai réussi à construire un agent qui se connecte à un modèle OpenAI GPT 4.1. Donc ça, c'est cool. Mais en fait, Autogène ne se limite pas à utiliser un endpoint OpenAI. J'ai monté un autre agent ici qui va se connecter à un endpoint DeepSeek-R1, donc qui est un modèle à raisonnement. Donc vous voyez, je vais utiliser un autre objet qui s'appelle Azure AI Chat Completion Client, tout simplement parce que DeepSeek-R1, je l'ai déployé dans mon environnement Azure AI Foundry. Qu'a démontré Philippe dans l'avant-session il y a 2 semaines. Donc j'ai déployé du DeepSeek-R1. J'ai un endpoint, pareil, j'ai une clé. Il a un peu plus de paramètres. Donc ça, c'est propre à chaque modèle. Quand je fais de l'OpenAI dans Azure, la config est plus native dans le framework. Quand je fais de l'AI Foundry avec un modèle sur étagère via le catalogue, j'ai cette flexibilité de pouvoir choisir le paramétrage du modèle à l'instanciation de l'objet. Donc, grosso modo, j'instancie mon modèle DeepSeek-R1 et j'ai exactement le même agent ici. Le même nom, même, euh, même prompt. Et donc, pareil, je suis capable de l'exécuter en mode debug. Donc, j'attends le résultat pour faire le zoom. Voilà. Donc là, il a transmis la requête. Je vais zoomer. On peut déjà voir qu'il a passé le message. Et voilà. Et DeepSeek-R1, comme c'est un modèle à raisonnement, on voit qu'en fait, euh, il fonctionne un peu différemment. Donc, le framework, dans la manière dont il log les infos, je suis capable de voir ici qu'en fait, le modèle a réfléchi à la manière dont il devait me répondre pour enfin me formuler une réponse claire. Mais objectif accompli, je suis capable d'utiliser du DeepSeek-R1 sur Autogène. Donc moi, ça me va bien. Ce que je propose, c'est de repasser sur la presse un petit instant, car il y a d'autres concepts que je voudrais explorer avec vous. Je regarde l'heure, on est bon. Donc agent modèle basique. La puissance de Autogène, c'est dans la notion de Teams, la notion d'équipe. Il y a une notion d'équipe dans Autogène qui est importante. Et en gros, on a 4 gros types d'équipes. Je vais voir ça avec vous. Le premier, c'est je mets différents agents dans une équipe et je veux qu'ils parlent l'un après l'autre. Donc ça, c'est le round robin, le tourniquet. Donc chaque agent dans cette équipe va travailler l'un après l'autre pour produire un résultat par rapport à un prompt. Ok, donc ça, c'est la team round robin. Il y a un autre type d'équipe qui existe,
c'est l'équipe de type Selector. Donc là, c'est un peu différent. J'ai mes agents qui sont dans l'équipe, là, et qui peuvent chacun accomplir une tâche. Cependant, l'équipe en tant que telle, elle prend la décision de choisir le prochain agent via un prompt qui est envoyé à un LLM. Donc c'est-à-dire que j'ai non seulement les agents dans l'équipe qui travaillent, mais j'ai aussi l'équipe qui utilise un LLM pour prendre sa décision sur le prochain agent à choisir dans le flow de travail. Je vous rassure, on va voir ces exemples-là avec du code juste après. On va trouver la notion de Swarm Team. Alors Swarm Team, c'est un peu comme Selector, sauf que vous aurez noté que il n'y a plus cette notion de team qui réfléchit. Ce qu'on va faire dans Swarm Team, c'est un peu comme ce qu'on trouve chez OpenAI SDK, c'est-à-dire que un agent va travailler et à la fin de son travail, il va décider à qui il doit passer la balle, à qui il doit passer le relais pour que l'agent suivant puisse travailler. C'est pour ça que j'ai schématisé ça avec des petits points d'interrogation, puisqu'en fait, à chaque fin de fonctionnement, à chaque fin de traitement, l'agent qui a travaillé, il passe la main à l'agent suivant. Et on peut spécifier un set d'agents auprès de qui il va aller discuter. Voilà pour le troisième type d'équipe. Et pour le quatrième, c'est l'équipe de type GraphFlow. Donc en fait, vous aurez compris que plus on part de la gauche vers la droite, et plus on arrive à déterminer en quelque sorte auprès de quel agent on peut passer la main. Dans le cas du Selector, c'est assez indéterministe puisqu'on envoie une inférence au modèle. Dans le cas de la Swarm Team, on peut spécifier un set d'agents. Dans le cas du graphe, là, c'est carrément presque scripté. Je vous montrerai comment ça marche, mais en gros, je vais trouver différents agents dans mon équipe. Donc ici, voilà, j'en ai plusieurs, ils travaillent, ils accomplissent tous une tâche spécifique. Et par contre, je vais construire un graphe dans lequel je vais mettre des flows, en fait. Je vais construire des arcs entre mes agents. Donc je vais dire, par exemple, celui d'en haut, il peut discuter avec celui d'en dessous. Il peut aussi lancer un traitement auprès de l'autre. Lui, il peut faire un fork vers tel et tel agent. Et puis par la suite, je pourrais très bien avoir une notion de join pour réunir le travail de deux agents et en faire un condensat ou une analyse ou des choses comme ça. Donc avec le graphe, je suis capable de construire l'arbre multi-agent qui va correspondre à la réalisation d'une tâche un peu plus générale, tout en étant assez prédictif dans la manière dont ça va s'exécuter. Ce qui est intéressant aussi dans la partie graphe, c'est que évidemment, je suis capable de gérer les loops. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si un agent qui dit OK, moi j'ai besoin qu'on reparte au début, si l'arc existe, alors il sera capable de repasser au début. Je vous propose d'aller voir des petits exemples via le code. Mais avant qu'on aille directement dans le code, je vais vous montrer une autre capacité. Donc, vous vous rappelez, j'ai parlé de Round Robin Team, donc la team tourniquet. Il y a quelque chose d'intéressant qui est embarqué avec le framework Autogène, c'est Autogène Studio. C'est-à-dire que à un moment donné, si j'ai pas envie d'écrire du code, je peux très bien lancer Autogène en mode graphique via Autogène Studio. Donc c'est une ligne de commande qui s'installe en plus du framework Autogène dans un environnement virtuel Python. Et quand cet environnement il démarre, il m'expose une application web sur une URL, et j'ai juste à aller dessus pour aller configurer mon équipe, mes agents, et puis voir comment ça se passe. Donc voilà, là mon Autogène Studio il est lancé, je peux le runner sur cette URL, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, là je suis dans Autogène Studio. On va voir comment sont configurées les équipes. Alors je vais faire un zoom parce que je pense qu'on ne voit pas grand chose. Voilà. Surtout dites-moi en ligne hein, si jamais il y a besoin de faire des zooms ou des choses comme ça. Et donc on voit en gros, là dans ma config à moi, j'ai une équipe avec deux agents. Donc j'ai un agent qui va rédiger un contenu sur un thème que l'utilisateur va donner. Et j'ai un agent critique qui va formuler des critiques sur le contenu généré par le rédacteur afin que ce rédacteur il puisse s'améliorer jusqu'à produire un contenu qui me paraît valable.
Et donc, comment je fais pour faire ça? Donc, j'ai créé une team, je lui ai juste donné un nom, je lui ai donné une condition de terminaison, parce qu'on comprend que quand l'équipe, elle travaille, si chaque agent se renvoie la balle, on pourrait très bien partir dans une boucle infinie et personne n'a envie de ça. Et donc, la manière de finir l'équipe, et ça, c'est valable aussi bien dans l'interface que dans le code, la manière de finir l'équipe, ici, par exemple, c'est s'il y a un de mes agents qui donne un mot-clé, ici, par exemple terminate, alors le travail s'arrête. Je peux aussi lui dire, si on a fait 10 boucles entre le rédacteur et les critiques, si on a fait 10 boucles entre mes agents dans l'équipe, alors on s'arrête de travailler parce que si on poursuit, je juge, moi, que ce ne sera pas pertinent, quoi. Voilà, donc c'est comme ça que je configure mon équipe. Si jamais j'ai besoin d'aller dans le détail, je peux toujours faire du JSON. Moi, j'aime pas trop le JSON, je trouve que c'est hyper verbeux, et si j'ai envie de faire ça, je passe au niveau code. Mais si jamais on a besoin d'aller tweaker un petit truc dans le paramétrage de la team en mode UI, on peut tout à fait le faire via le paramétrage JSON. Et donc ensuite, je vais sur mes agents. Donc par exemple, ici, le rédacteur, je lui donne un système message, comme on a vu dans le code tout à l'heure. Donc là, je lui dis que c'est un agent qui rédige du contenu sur un thème donné, il structure le contenu de manière logique, avec un plan, etc. Je lui donne un accès à un modèle, donc ici j'ai mis GPT-4o mini, et puis c'est tout. Je ne vais pas donner de tools, j'avais pas envie de faire quelque chose de trop compliqué. Si on regarde l'agent critique, bon, il est structuré à peu de choses près de la même manière, il y a juste le système message qui va changer. J'utilise aussi GPT-4o mini, donc rien de bien sorcier. Et donc moi je peux passer en mode playground, je vais faire une nouvelle session. Donc je démarre une nouvelle session sur mon équipe, là on voit il y a le nom de l'équipe qui est ici. Alors j'en ai qu'une, donc merde. Donc c'est facile. Cependant je pourrais en avoir plusieurs. Je pourrais en avoir une de type round robin, une de type swarm, une de type selector, et puis que chacune de ces équipes m'accomplisse une tâche en particulier. Donc moi pour l'exemple, j'ai qu'une équipe, donc c'est relativement facile. Et là, je vais le prompter, je peux lui dire génère un article qui parle des bénéfices de la. Voilà, donc je lui donne un prompt assez basique que j'aurais pu envoyer à ChatGPT ou directement dans M365 Copilot. Là, pour la démonstration d'équipe, on voit comment ça se passe. Alors, je ne sais pas si vous avez le temps de voir, mais en gros, les agents travaillent entre eux. Je vais revenir là-dessus, juste par la suite. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est le graphe d'exécution, en fait. Donc là, on voit que l'utilisateur a envoyé une requête, le rédacteur l'a reçue, il a envoyé 3 messages au critique. Le critique, lui, il en a remonté 2, donc on suppose que le troisième message envoyé au critique était le bon, et l'agent critique a dit OK, signaler la fin du traitement. Si je veux aller dans le détail des messages qui sont envoyés, je peux. Donc, vous voyez, là, j'ai cliqué sur la partie 2x 2567 tokens, ou là 3x 4913 tokens. Si je clique dessus, je peux voir chaque message envoyé d'un agent à l'autre. Donc là, le rédacteur, premier message, il a envoyé 780 tokens, il a reçu des modifs, il a révisé son contenu, 1445 tokens, le critique lui a renvoyé des modifs, hop, 2600 tokens. Et cette version qui a été validée, c'est la bonne. Et donc si je regarde, effectivement, il y a un titre, il y a une intro, c'est structuré, c'est clair. Donc je ne vais pas la lire là parce que c'est pas le but de l'atelier, mais voilà, sachez que le travail a été fait. On voit ici qu'en fait l'agent critique il a émis le mot-clé terminate, ce qui a signalé la fin du traitement. Donc on n'a pas attendu 10 tours pour faire la fin du traitement. Mais on s'est basé sur le jugement de l'agent qui formule des critiques, et lui a jugé que le travail était bon. Donc voilà comment fonctionne une équipe en mode tourniquet dans Autogène, en mode run robin. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est la même chose, mais côté code. On va regarder comment ça se passe. Et c'est toujours simple. Je zoome un peu, hop. Donc, dans chacun de mes morceaux de code, vous allez retrouver maintenant le modèle client, donc l'objet qui se connecte au LLM. Donc, je ne vais pas revenir dessus. On va retrouver 2 agents. Ici, un agent A et un agent B qui vont utiliser ce modèle client. Et ces 2 agents utilisent aussi le même système message. C'est juste pour la démo, je cherchais un truc un peu amusant.
Et donc, ce que je leur ai demandé de faire à ces agents, c'est d'ajouter chacun un mot à une phrase, tour après tour. Euh, je voulais voir un peu si je laissais les clés au modèle, avec deux agents qui discutent entre eux en inventant ou en trouvant le mot d'après, qu'est-ce que le modèle allait être capable de me donner. Et donc, ce qui est intéressant, c'est ici, je vais utiliser l'objet round robin, donc exactement comme on l'a utilisé en interface Autogen Studio. Je vais lui passer ma liste d'agents euh, et je vais lui donner un max turn. Donc, je ne lui mets pas de condition de terminaison dans mon exemple, contrairement à ce qu'on a vu dans la partie graphique. Je vais juste lui dire, au bout de 40 tours, tu t'arrêtes. Et donc, si je lance l'exécution de ça, hop, normalement, c'est parti. Voilà, c'est parti. Euh, je vais essayer de zoomer, mais comme chez moi l'exécution met un peu de temps, c'est jamais simple. Je regarde l'heure en même temps, 17h33. Parfait. Donc on attend que ça s'exécute. Voilà. Et donc là, en fait, on voit le text message passé par l'utilisateur, et on voit que les agents, tour à tour, donc le A, le B, le A, le B. Donc vous me direz, c'est facile, j'en ai que deux, mais si j'en avais mis un troisième, ça aurait été ABC. En fin de compte, c'est vraiment le mode l'un après l'autre, quoi. Et donc à la fin, on voit que le modèle, grâce à mes deux agents, a été capable de me construire une phrase complètement aléatoire. J'ai même pas réglé la température, ni le top pourcentage, ni rien du tout. Mais voilà, c'était vraiment pour illustrer le fonctionnement de l'agent en mode run Orbit. Maintenant, je vous propose d'aller voir la partie Selector. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, Selector, c'est lorsque la team va décider lequel du prochain agent doit parler. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais lancer l'exécution tout de suite en parallèle, comme ça on regardera comment ça se passe après. Donc ici, c'est un setup un peu plus compliqué, un peu plus long, mais on va utiliser les mêmes objets. J'utilise assistant agent, et je vais en avoir quatre. Je vais en avoir un qui va me générer du contenu sur une information, quel qu'il soit. Donc lui, c'est l'agent recherche. Je vais avoir un agent rédacteur qui va me rédiger du contenu. Je vais avoir un agent SEO qui va me faire une optimisation SEO de ce qui a été rédigé. Donc le SEO, c'est l'optimisation pour les moteurs de recherche type Bing ou Google. Donc en gros, c'est pour avoir un bon référencement dans les moteurs de recherche. Et puis je vais avoir un agent relecteur qui va s'occuper de relire tout ce qui a été fait, de formuler des critiques. Donc un peu comme le scénario d'avant, avec un peu plus d'agents. Et puis, j'ai parfois pas forcément envie de toujours repasser au SEO. Voilà, je voudrais que l'équipe, elle s'auto-organise pour produire ce résultat. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même faire attention à ce que mon relecteur il soit capable d'émettre un mot-clé qui va déclencher la fin du traitement. Parce que là, c'est pareil, je pourrais très bien partir dans une loupe infinie d'échanges de messages. Donc, ce que je vais mettre dans ma config à moi, c'est que je vais dire au bout de 15 messages, on s'arrête. Et si le message end a été envoyé, alors on arrête l'exécution. Ce qui est intéressant, c'est cette partie-là. Ce que j'ai encadré ici, c'est le prompt qui sera utilisé par l'équipe pour s'auto-organiser. Okay, donc, c'est ce prompt-là qui est utilisé par la team à chaque fin d'exécution d'un agent pour faire de l'inférence auprès d'un modèle, pour aller choisir quel prochain agent doit parler. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va utiliser des métadonnées, genre les rôles, donc le nom et la description des agents, les participants qui correspondent juste au nom des agents, et history, c'est le context window. Donc, c'est la discussion en cours entre les agents dans l'équipe, afin que la team puisse choisir le bon agent au bon moment. Alors, vous me direz pourquoi tu l'as mis deux fois, cette instruction-là. En fait, c'est pareil dans la doc autogène, mais le contexte window peut être tellement long qu'au bout d'un moment, le modèle il perd la mémoire. Et donc, il vaut mieux lui rappeler ce qu'il doit faire à la toute fin d'instruction, qu'il soit sûr de se rappeler de sa mission et de choisir un agent. Et donc, à la fin, ce qu'on voit, voilà, j'utilise un objet selector group chat. Je suis capable donc je lui mets mes agents en liste. Pareil, j'utilise le modèle context window. J'utilise mon prompt qu'on a construit juste au-dessus. Information intéressante, je n'autorise pas la répétition d'un même speaker, c'est-à-dire que il se pourrait que la team décide de rappeler toujours le même agent, et moi, dans mon cas, je ne veux pas que ça se produise. Voilà. Et je lui précise les conditions de terminaison.
Et puis du coup, je lui demande d'exécuter un traitement sur un prompt, rédige un article sur les bénéfices de l'IA générative. Et donc comme c'est stochastique, ces systèmes-là, c'est hautement indéterministe, on va voir ce qui nous a produit comme message. Donc je vais remonter tout en haut de l'exécution, puisque j'ai lancé l'exécution en parallèle de l'explication. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que voilà, le message utilisateur est passé, l'agent recherche a travaillé, il a produit tout un contenu ici, l'agent rédacteur a travaillé, on descend, l'agent SEO s'est mis à travailler ici, donc on voit qu'il a mis en forme, il a même fait du HTML en fait, hein, pour qu'il y ait un bon scoring SEO. Le relecteur a travaillé là, et à un moment donné, vous allez voir, voilà, l'agent rédacteur a pris le relais. Donc c'est bien parce que c'est pas forcément le SEO qui a pris le relais, mais le rédacteur a pris le relais sur la base qui avait été produite par le SEO. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que j'ai pas à repartager à chaque fois le contexte et le contenu. C'est la team qui s'auto-organise pour passer le contexte d'un agent à l'autre. Et donc, etc. Voilà, donc là, le rédacteur a remodifié le contenu, et le relecteur, lui, il a juste émis end, ce qui signifie qu'en fait, cette modification du rédacteur lui convenait bien. Et donc, ça a signifié la fin du traitement. Voilà, pour la partie selector. Je vous propose maintenant d'aller dans la partie swarm. Donc là, c'est pareil, je vais lancer l'exécution, et puis on va détailler un peu ce que fait l'équipe de type swarm. Hop. Donc j'ai repris à chaque fois le même exemple. J'ai repris le même exemple. Ce qui va nous différencier dans la partie swarm, donc swarm, si vous vous rappelez, c'est un agent travaille, et à la fin de son traitement, il décide quel agent va prendre le relais pour accomplir la tâche demandée par l'utilisateur. Donc ce qui est intéressant dans la partie swarm, c'est qu'on rajoute une partie hands-off, en fait, à qui tu peux passer le bâton, à qui tu passes le relais. Donc dès mon agent recherche, rédacteur, relecteur, SEO, j'ai mes 4 agents. La recherche transmet le témoin à rédacteur, le rédacteur transmet au relecteur, et le relecteur, soit il repasse au rédacteur, soit il repasse au SEO. Tout simplement parce que moi je me dis, on ne va pas refaire une optime SEO indéfiniment, on va attendre d'avoir un contenu qui est sûr, et quand ce sera sûr, je ferai une optime SEO, et on n'en parle plus. Et donc c'est comme ça que j'ai scripté mes agents, et donc je lui passe vous voyez, je lui donne des prompts. Donc je lui donne un peu de contexte quand même, hein, à partir de l'agent recherche, tu rédiges un contenu, lorsque tu as terminé, tu affiches ton travail, et tu transfères l'action. Donc ça signifie que dans le prompt que je donne à l'agent, s'il est en mode swarm, je vais quand même le prompter différemment de s'il est dans une équipe de type selector, où c'est la team qui va choisir quel agent a le droit de parler. Je continue, l'agent SEO pareil, et puis à la fin, c'est assez simple, hein, j'utilise un modèle swarm, une équipe de type swarm, je lui passe les agents, je lui donne ma condition de terminaison qui est exactement la même que l'autre, donc peut-être au nombre de messages un peu différent, mais au bout de 20 échanges, je veux que ça termine. Si le critique formule le mot-clé end, je veux que ça termine. Et puis je lui envoie le prompt sur la demande de rédaction d'un article sur l'IA générative. Et donc, si je remonte dans le log tout en haut, voilà, je suis là, hop, l'utilisateur, il envoie le prompt, il y a l'agent recherche qui travaille, et donc il formule du contenu. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les logs, on voit que l'agent recherche, il transfère à l'agent rédacteur. Donc je suis capable de tracer de manière plus précise ce choix. Je pourrais même rajouter des logs sur ce message-là pour dire, attention, là, il a fait son choix parce que. Et donc, je pourrais appeler un outil qui permette de justifier l'appel de cet agent. L'agent rédacteur est appelé, il travaille, et à la fin, sans surprise, il transfère au relecteur, et le relecteur prend le relais. Et à la fin, alors, je vais essayer de trouver. Voilà. Le relecteur, une fois qu'il a fait son boulot, il transfère au rédacteur. Donc ça veut dire qu'il a émis des critiques et que le rédacteur doit reformuler son job. Et donc ça continue
jusqu'à ce que le relecteur transfère au SEO. Donc là, j'ai un agent relecteur qui a détecté, voilà, on le voit au-dessus, là, aucune correction à signaler, transfert à l'agent SEO, et là, c'est l'agent SEO qui va faire son job. Et donc, on voit, voilà, il met en forme avec les headers HTML qui vont bien, etc. Voilà, là, on a illustré le fonctionnement de l'équipe Swarm. Et le dernier fonctionnement d'équipe que je voulais vous montrer, c'est la partie graph. La partie graph, c'est pareil, je vais lancer l'exécution pour gagner du temps. Hop. Donc la partie graph, vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai expliqué que en fait, on allait mettre des agents dans une équipe et on allait connecter les agents entre eux par des chemins, par des arcs, par des arcs en fait dans un graphe. Et en fait, ce graphe, on va le construire et l'équipe de type GraphFlow va exécuter ce graphe quand on va lui demander quelque chose. Donc, même modèle, j'ai mes agents, rédacteurs, relecteurs, SEO. Je ne sais pas pourquoi j'en ai mis 3, je pense que j'en ai même oublié un. On va passer plus de temps sur cette partie-là. Ici, je crée un objet Graph Builder. Donc en gros, j'ai un objet qui va me permettre de construire mon graphe. À ce moment-là, je vais lui ajouter mes différents agents. Donc mes agents dans le graphe, c'est des nœuds. Alors il n'y a pas de lien de dépendance entre ce nœud-là et ce nœud-là. C'est pas parce qu'il arrive après qu'il sera dépendant de celui d'avant. Là, c'est juste un raccourci de la librairie qui me permet d'ajouter des nœuds à la volée dans mon graphe. Et ce qui va m'intéresser, moi, c'est la partie Edge. Donc, j'ajoute un chemin entre l'agent rédaction et l'agent relecture. J'ajoute un chemin entre l'agent relecture et l'agent SEO, et on va voir pourquoi il se nomme comme ça. Et j'ajoute un chemin entre l'agent relecture et l'agent rédaction. Ce qui va changer de l'équipe Swarm, c'est que je peux mettre des conditions. Vous voyez ici, je peux lui dire OK, je transfère à l'agent SEO uniquement lorsqu'il y a le mot-clé OK valide. Un peu comme la condition de terminaison qu'on avait vue où on disait voilà, j'ai 20 messages, je veux que ça s'arrête, ou j'ai OK, je veux que ça s'arrête. Bah là, je vais l'ajouter directement au niveau du edge, cette condition. Et donc, ça va permettre au graphe de dire là, je peux emprunter le chemin ou non, je ne peux pas emprunter le chemin. Je voudrais revenir sur la partie SEO last rédaction. Donc cet objet-là, en gros, c'est un agent virtuel par-dessus un agent qui existe. Donc mon agent de base, c'est l'agent SEO. Et je vais l'encapsuler dans un agent qui va filtrer le message. Et je veux qu'il filtre ce message en utilisant uniquement le dernier message du rédacteur. Donc le dernier message qui a été produit par le rédacteur. Tout simplement parce que je ne veux pas me traîner le contexte en fait, des remontées d'appels d'agents. Je ne veux pas qu'ils re-rentrent dans des boucles et qu'ils me produisent un contenu sur quelque chose qui ne va pas. Moi, je veux juste travailler sur le dernier message du rédacteur. Et pour faire ça, je vais utiliser un agent qui va encapsuler mon agent de base et qui va lui filtrer le message sur lequel il travaille. Donc je continue, je lui donne un point d'entrée, je construis mon graphe, je le passe dans un objet dans le type d'équipe GraphFlow. Je lui donne la liste des participants, le graphe, et puis pareil, je lui donne une action rédige un article sur les bénéfices de l'IA générative. Et là, on va aller dans le log, puisque j'ai déjà exécuté l'équipe. On voit le contenu qui a été généré, donc j'ai bien le rédacteur qui s'est déclenché, j'ai bien le relecteur. Alors après, hop, on a le relecteur qui a proposé des modifs, donc j'ai le rédacteur qui prend le relais, jusqu'à la partie SEO. Voilà, donc j'ai mon agent SEO qui a travaillé sur le dernier output du rédacteur, puisque le relecteur, lui, a émis le fait qu'il validait la réponse. Voilà. Et donc, en gros, comment je choisis le type d'équipe dont j'ai besoin? Soit on a besoin de déterminisme assez fort et on va utiliser Graph, soit on peut laisser un peu plus de créativité ou de liberté aux agents, et donc on va remonter en mode Swarm ou en mode Selector, ou si jamais on a un traitement vraiment en séquence, on sait qu'on va utiliser le type RenderBuild. Voilà pour les différents types d'équipes. Il reste 13 minutes et il y a quelque chose d'important à couvrir qu'on n'a pas encore couvert. C'est la partie intégration. Donc ici, on va parler de Human in the Loop, des tools et de MCP.
comment je vais faire? Bon, je vais vous parler de Human in the Loop. Donc, vous vous rappelez, Human in the Loop, c'est à un moment donné, on a besoin, dans notre flow de travail, d'avoir un input de l'utilisateur. Pour faire ça, Autogène, il nous propose quelque chose d'intéressant. Alors, je lance l'exécution, pareil, pour gagner du temps. Hop. Il nous propose quelque chose d'intéressant. C'est donc je vais détailler ce code, hein, mais donc on retrouve notre modèle contexte comme tout à l'heure, on retrouve un agent assistant, qui est un assistant de base, et un autre type d'agent qui est intéressant, qui s'appelle user proxy. Et le user proxy, c'est un agent qu'on va pouvoir mettre dans une équipe. Par contre, cet agent, il a la capacité de s'appuyer sur des fonctions qui vont demander ou qui vont pouvoir interagir avec l'utilisateur. Donc, par exemple, là, vous voyez, il a une fonction qui prend en entrée un input, et donc c'est une fonction qui va demander, qui va déclencher la fonction input de Python qui attend une saisie clavier de l'utilisateur. Si l'utilisateur y répond approve, alors l'équipe a fini son travail, sinon elle continue. Et donc de la même manière que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, j'ai une équipe round robin, je lui passe l'agent assistant et l'agent user proxy, et puis je lui demande de m'écrire un poème de 4 lignes sur l'océan, et puis l'utilisateur il doit faire un feedback. Et donc si je vais là, on voit l'exécution. Donc j'ai mes 4 lignes qui sont donc mon prompt qui est passé, mes 4 lignes qui se sont écrites. Et là il attend l'entrée utilisateur. Donc là je peux lui dire change parce que c'est pourri. Donc voilà, là il change tout. Et là si je lui dis approve, voilà, il finit son travail, et donc je suis capable, en gros je voulais démontrer le fait de pouvoir interagir avec l'utilisateur. Donc ça c'est une capacité qui est embarquée dans le framework, donc si vous avez besoin de débrancher sur des interfaces web, etc., c'est possible. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est on s'interface avec Chainlight. Donc je sais que Dominique en a parlé la semaine dernière dans la partie sémantique kernel. Donc Chainlight, c'est une librairie qui permet de monter une application web en mode chatbot avec un framework agentique derrière. Donc c'est pas propre, c'est pas une techno Microsoft, c'est une techno qu'on peut trouver. Je sais même pas si c'est open source, je pense que oui. Mais c'est quelque chose qu'on voit se répandre de plus en plus en fait dans les contextes chez nos partenaires et nos clients. Et donc l'idée de ce lab-là, c'est comment je m'interface avec Chainlight et comment je peux mettre de l'autogène derrière. Alors, je ne vais pas détailler ce code-là parce qu'il est trop long, mais je donnerai l'URL de mon repo GitHub où il y a ce code de démo, et puis vous pourrez aller regarder. C'est relativement simple en fait. Chainlight, il se base sur des décorateurs pour ajouter des fonctions à son fonctionnement. D'ailleurs, c'est n'importe quoi, c'est pas comme ça que je l'exécute. Donc il ajoute des fonctions à son fonctionnement, et je vais moi intégrer les agents autogènes dans le fonctionnement du framework Chainlight. Donc on voit là, j'utilise un proxy agent, j'utilise un assistant agent, et c'est le même use case, c'est un agent producteur, un agent critique. Je vais lancer Chainlight. Donc Chainlight, c'est une ligne de commande. Et je vais lui demander qu'il exécute voilà, mon fichier Python, et donc il va démarrer son traitement, ce qui me permet de moi aller voir un peu comment il a fait. Donc j'utilise une text termination. Donc si l'utilisateur il répond approve, ah ben, voilà, il m'a carrément préempté. Si l'utilisateur répond approve, ça s'arrête, et j'utilise une équipe de type round robin, et donc je suis capable d'aller de manière cyclique interroger un rédacteur et un producteur. Donc là je suis dans l'interface, génère un article SEO, non, un article sur la Gen AI, voilà. Je donne un prompt, et là c'est Autogène qui est utilisé derrière, et c'est les capacités agentiques de Autogène qui sont utilisées pour aller s'interfacer avec des modèles et, et faire une loupe entre la production et la rédaction. Donc on voit que là il y a un agent qui nous a répondu ici, voilà, votre article sur la génération est bien structuré et clair, etc. Donc au lieu de lui prendre la décision, il me demande à moi, et donc moi je peux dire approve ou reject.
dans le cas j'approuve et le traitement s'arrête. Mais donc voilà, si jamais j'ai besoin d'une interface un peu plus élaborée que la ligne de commande dans mon projet, c'est tout à fait facile de plugger le user proxy agent d'Autogène avec un framework ou un outil qui va proposer cette capacité-là. Cool. Ok, il reste 8 minutes. Je vais vous parler des tools et de MCP. Donc les tools, c'est une capacité. Alors, quand on exécute un LLM, quand on a fait appel à un LLM, il se peut qu'il nous propose des fonctions de recherche comme on peut trouver dans M365 Copilot, par exemple. Je lui dis, je sais pas, fais une synthèse des résultats financiers de General Electric. Il, se il se peut qu'il soit amené à faire une recherche sur le web. Et cette fonctionnalité de recherche, elle est embarquée côté LLM, c'est une capacité d'M365, c'est lui qui va aller le faire. Et moi, j'ai pas la main dessus. Mais par contre, quand moi je code des agents, j'aimerais bien avoir cette capacité-là. Et quand j'utilise un LLM que je provisionne sur Azure, ce LLM n'a pas forcément cette capacité-là. Et donc, je voudrais pouvoir augmenter mon agent avec des outils pour qu'il puisse devenir un peu plus professionnel, en fait. Je veux pouvoir lui ajouter des capacités. Donc, moi, ce que j'ai fait dans mon exemple, alors c'est un exemple vraiment bête, mais hop, euh, j'ai une fonction qui mixe des mots. En fait, je prends deux mots, je fais un random sur soit 0 ou 1, et puis en fonction de la réponse, soit je mixe le mot A puis le mot B, soit je mets le mot B avant le mot A. Donc c'est relativement simple, mais je voulais juste illustrer le fait que à un moment donné, l'agent est capable de s'appuyer sur des fonctions autour de lui qui sont proposées via mon code pour proposer un résultat. Donc là, par exemple, dans le prompt, je lui dis, voilà, tu identifies 10 mots sur un thème donné, et tu mélanges chaque mot avec l'autre sur l'ensemble des cas possibles. Alors j'ai fait un peu de few shot prompting parce qu'il se trouve que dans les résultats que j'ai eu avec 4.1, il n'était pas super intelligent par rapport à ça, donc j'ai dû prompter un petit peu. Et donc je lui dis, voilà, le thème donné, c'est l'IA générative. Et donc on voit dans la réponse, là, à ce moment-là, voilà, il m'a trouvé des mots. Alors, IA générative, il me sort réseau et algorithme. Bon, je suis pas super emballé, prompt algorithme me va mieux, mais en gros, voilà, je suis capable de voir que l'agent s'est appuyé sur des outils. Et d'ailleurs, on le voit dans les logs. J'ai un tools call request qui permet de tracer ce qui a été envoyé à l'outil avec les paramètres en entrée et de la sortie pour être capable d'aller débugger un peu tout ça. Je vais plus vite parce que ce que je trouve plus intéressant, c'est la partie MCP. MCP, c'est Model Context Protocol. Et en gros, j'ai des services ou des API qui me permettent d'exécuter des traitements. Comment je les rends disponibles dans mon workflow agentique? Et MCP vise à répondre à ce besoin-là. Donc en gros, ça standardise la manière dont les agents et les LLM communiquent pour s'appuyer sur des API, peu importe la manière dont elle a été codée et peu importe la manière dont elle est exposée. Et donc pour faire ça, j'utilise un MCP serveur que j'ai codé, donc c'est très simple. J'utilise une librairie qui s'appelle FastMCP, c'est une librairie Python. Et vous voyez, c'est hyper simple. C'est en gros, j'ai une fonction Python et puis je vais utiliser un décorateur qui va me permettre de l'exposer en tant qu'outil MCP. Et pour vérifier ça, j'ai un MCP client. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite monter mon serveur MCP. Et mon serveur MCP, il expose quatre fonctions. Il y a une fonction qui dit hello, si je passe mon prénom, si je passe Olivier, il va dire hello Olivier. J'ai ma fonction qui mixe les mots, j'ai une fonction qui calcule une factorielle, et puis j'ai une fonction qui fait un hash, qui calcule un hash SHA-3, euh, soit en 224, 256, 324, etc. Euh, je monte mon serveur MCP, on voit qu'il écoute là sur mon IP local sur le port 8000. Donc je vais être capable d'aller tout de suite vérifier si ça marche. Donc je vais ouvrir un terminal, et puis je peux exécuter euh, ce fichier de test qui est pareil codé avec FastMCP, mais il va juste me permettre de vérifier que mon serveur MCP soit bien monté. Donc je vais appeler les outils les uns après les autres. Là, voilà. Donc j'appelle grid, mixword, factorial, etc. Et on voit dans le résultat, bah c'est bon, j'ai mes quatre fonctions qui ont été appelées avec mes quatre résultats. Donc à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment ça se passe dans
autogène l'interface avec MCP. Donc ça, c'est la manière un peu sus, quoi. C'est la manière que moi, j'apprécie pas trop, mais sachez que on peut, dans autogène, utiliser un objet qui s'appelle streamable HTTP machin, et en gros, je vais lui dire, pour chaque fonction, je vais devoir créer un objet en donnant le nom de la fonction, et puis je vais avoir un serveur param qui va me permettre de savoir comment se connecter au serveur MCP, et je vais les passer à mon assistant. Donc ici, j'ai mon objet assistant, comme on a vu tout à l'heure. Je lui passe le modèle client, et par contre, je lui passe les tools. Donc là, je lui repasse les 4 fonctions que j'ai moi-même hard-codées dans mon outil, dans mon code, en fonction de ce qui est exposé par le serveur. Et donc, dans l'exemple, là, je vais essayer d'appeler une fonction de cryptographie, donc de calcul de hash SHA-3. Voilà, je lui dis, tu es un expert en crypto, tu t'appuies sur tes outils pour répondre aux questions. Donc j'ai un outil qui calcule un hash, j'ai un qui fait de la factorielle, un qui mixe des mots et un qui dit bonjour. Donc j'espère qu'il va choisir le bon outil. Et ça, c'est pareil, c'est de l'inférence, c'est grâce au LLM que l'agent sait quel outil il va devoir appeler. Je vais regarder ce qui est exposé côté MCP. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais la fenêtre, elle bouge. Ce qui signifie que mon agent, il a bien appelé le serveur MCP. Donc j'ai l'agent cryptographe, il a généré une phrase, il va déclencher le tools call pour la fonction de cryptographie, et donc il lui passe voilà, la data, le nom de la fonction, et ça c'est la fonction qui a été hébergée côté MCP. Donc moi je vous ai dit, j'aime pas trop ce code parce qu'il n'est pas super intelligent, je trouve. Si je suis obligé d'hardcoder les fonctions qui sont exposées par un serveur MCP, c'est pas top hein, en termes de flow de travail. Et donc Autogène, il est sympa parce qu'il nous propose un objet qui s'appelle MCP Workbench. Et MCP Workbench, il va être capable d'aller auto-découvrir ce qui est exposé par un serveur MCP. Donc en fait, là, j'ai ma config serveur MCP. J'ai une config MCP Workbench. Cette partie-là, c'est juste un test pour vérifier ce qu'il fait. Mais en fait, par la suite, je vais juste lui dire, tiens, avec ce MCP Workbench, donc ce serveur MCP et les fonctions qui sont exposées, je lui passe le Workbench. Donc vous voyez, j'ai un mot-clé différent. J'utilise pas Tools, mais j'utilise Workbench. Et je lui passe l'ensemble du truc, et à lui de se débrouiller pour appeler la bonne fonction. Donc, en gros, c'est intéressant si jamais il n'y a pas des fonctions trop en overlap les unes par rapport aux autres, parce qu'il va être capable de déterminer tout seul quelle fonction je dois appeler. En revanche, si je veux m'assurer que mon agent ne puisse s'appuyer que sur une ou deux ou trois fonctions très spécifiques, je vais plutôt utiliser l'autre manière, en listant vraiment ou en scopant vraiment les fonctions que je veux appeler. Là, je me remets dans ma fenêtre, il est 18h, je déborde de 1 minute, mais en gros, le résultat est là. Hop. Donc, dans la première partie de mon code, j'ai appelé le workbench et je lui ai demandé de lister les fonctions. Donc là, vous voyez, il va me lister les fonctions au format YAML, mais il me liste bien la présence de mes fonctions avec les paramètres, ce qui est requis et ce qui ne l'est pas. Alors, ce qui est important, c'est de bien d'avoir les bonnes signatures sur les fonctions, parce que sinon, il se peut qu'à l'inférence, il s'en mêle un peu les pinceaux. Donc, en fonction du langage que vous utilisez, essayez de typer le plus possible la signature de la fonction, pour que quand elle est encapsulée dans MCP, elle puisse être appelée par l'agent au bon usage, quoi. Et donc là, je continue le traitement, et donc voilà, je lui demande, génère une phrase de 5 mots. Alors, voilà, là, ça n'a pas marché, par exemple. Donc je ne sais pas trop pour quelle raison l'agent, par rapport au prompt, il s'en est pas sorti, mais du coup, il m'a appelé mixWord avec 2 mots, alors que je lui avais demandé de calculer un hash sur une phrase de 5 mots. Donc là, c'est vraiment l'effet des mots. Génère une phrase. Je pense que c'est le mot, c'est le fait d'avoir mis le mot qui trompe. Mais bon, voilà, le résultat est là. Je voulais démontrer l'expérience la capacité de Autogène à supporter MCP, que ce soit en mode hardcodé ou en mode auto-découverte, puisqu'on en parle beaucoup. Sachez que nous, chez Microsoft, on a intégré le steering committee de MCP, et on a déjà proposé 2 évolutions majeures, une sur la partie authentification et support des identity providers dans le protocole, et une autre sur la partie MCP registry qui vise à lister
les différents services MCP hébergés sur votre machine ou ailleurs, mais tout ça accessible dans une registrie. Je retourne sur le code, puisque là, l'exemple a fonctionné. Il a généré une phrase, il l'a passé au serveur MCP et il m'a calculé un hash. Voilà, je suis allé super vite sur la fin, désolé. Donc dans le deck, vous aurez le support. Dans le support, il y a des liens vers Autogène, vers la documentation Agent Chat, tout ce que j'ai démontré lors de l'atelier, et l'API Reference. Et sachez que la semaine prochaine, c'est la dernière session qui sera présentée par Fred Wickert sur comment développer un agent AI en local avec Windows Copilot Runtime. Mais entre-temps, ça a changé de nom. Donc, je ne veux pas trahir de secret, je lui laisse la primeur de l'annonce. Mais voilà, si vous êtes intéressé à développer des agents et les exécuter en local ou en premise, c'est tout le but de la session qui sera présentée par Fred la semaine prochaine. Et voilà, j'ai fini. Est-ce qu'il y a des questions d'hommes? Alors, j'ai répondu à, je crois, à peu près toutes les questions. Il y avait une question, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé, on n'a pas beaucoup parlé d'MCP, de A2A, etc. Et il y avait une question sur la différence entre MCP et A2A. J'ai répondu, il y a une autre personne qui a répondu. Et si Ok. tu veux répondre, comme ça, il y aura. Oui, en fait, MCP, c'est vraiment orienté appel de fonction à la base. Donc, c'est comment je peux. Donc, j'ai une application qui utilise un LLM et je veux qu'à un moment donné, je puisse m'appuyer sur des fonctions pour réaliser des traitements et ces fonctions, elles sont exposées sur des endpoints. Et le but de MCP, c'est de standardiser la manière dont on les expose pour que le LLM soit capable de les choisir et pour que l'application soit capable de les exécuter. Ça, c'est MCP. A2A, c'est un protocole JSON RPC, donc c'est un schéma JSON RPC qui a été proposé par Google en open source. Et je crois même d'ailleurs qu'il a été tout récemment là donné à la fondation Linux, il me semble. Aujourd'hui même, hein, je pense. Oui. Donc je crois que c'est tout frais. Et en gros, ce protocole, lui, je ne sais pas s'il faut le voir en concurrence ou en complément, parce que lui, il Au-dessus, permet à au-dessus. des agents, voilà, il permet à des agents de discuter entre eux. Donc, c'est pas un agent qui va appeler un outil, c'est un agent qui va appeler ou discuter avec un autre agent et peut-être faire exécuter un autre agent. Donc, il offre cette capacité de découverte avec une carte de visite de l'agent, de ses capacités, et il permet de partager le contexte window d'un agent à l'autre. Après, on peut avoir la réflexion de je pourrais très bien exposer un agent derrière un endpoint MCP, en fait. Et donc, je pense que tout ça, MCP il y a 6 mois, ça n'existait pas, A2A il y a 3 mois, ça n'existait pas. Donc, tout ça, c'est en train de se dessiner et de se mettre en place. Et aujourd'hui, on voit beaucoup plus MCP que A2A. Et côté Microsoft, pour l'instant, on, on implémente pas mal de features basées sur MCP. On a mis MCP dans Windows, on a MCP dans GitHub Copilot, on a MCP pour Azure, on a MCP dans Copilot Studio, on a MCP pour M365 Copilot. Donc voilà, on fait beaucoup plus d'efforts aujourd'hui chez Microsoft sur MCP que sur A2A, mais peut-être que dans 2 mois, ça aura changé. Donc c'est quelque chose à surveiller parce que ça bouge pas mal. Mais à 2A, c'est plus récent. C'est-à-dire, il y Ouais, a carrément. peut-être il y a 3 mois de différence entre les deux, ce qui est à l'échelle de l'IA génératif est parfois énorme. Voilà. Ouais, c'est Merci, clair. ouais, merci beaucoup, Olivier, pour cette superbe session sur Autogène. Et ben, n'oubliez pas, on se retrouve la semaine prochaine. Alors, c'est le mercredi, il me semble, si je ne m'abuse, Ouais, mercredi. Ouais. à 17 heures, pour parler de faire tourner des modèles et des agents sur les postes clients. Voilà. Merci à tous. Merci À à bientôt. tous. Bonne À soirée. bientôt. Au revoir.